Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'Institut français d'Israël. J'ai le très grand plaisir ce soir d'accueillir une personnalité bien connue de vous toutes et tous, je pense. J'ai Alexis Michalik. C'est un très grand plaisir pour nous, pour vous aussi je pense, de nous réunir ici à l'occasion de la venue d'Alexis Michalik, véritable prodige du monde du théâtre, un homme aux multiples talents. Alors, je vais remplacer le vous, vos, vôtres par tu, tes, ton, puisque depuis hier soir on se connaît. Donc, dans des circonstances qu'on ne partagera pas ici. Avec l'assentiment de tous, je vais passer au tuto, tes, ton. Voilà. Cher Alexis, tu incarnes l'essence même de l'artiste polyvalent, touchant à la fois les cœurs du public et les esprits des critiques grâce à ton travail exceptionnel en tant qu'acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste, réalisateur et écrivain. Alexis Michalik est un nom qui résonne profondément dans le monde du théâtre. Ta carrière, qui a débuté il n'y a pas si longtemps que cela, est déjà marquée par des réalisations exceptionnelles. Tu es devenu un acteur dramaturge et metteur en scène de très grand renom, révolutionnant la scène théâtrale française avec un talent et une créativité exceptionnels et remportant à ce jour 5 Molières, dont 3 en tant que metteur en scène, un exploit qui fait de toi l'un des metteurs en scène les plus jeunes à être récompensé par cette prestigieuse reconnaissance. Admis en 2003 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, tu choisis de laisser ta place pour monter ton premier spectacle, Une folle journée, libre adaptation du Mariage de Figaro de Beaumarchais, qui connaîtra un très grand succès au Festival d'Avignon Off en 2005. D'estime. Si je dis d'autres âneries, tu me le dis. En 2011, tu écris et mets en scène Le Porteur d'Histoire, une pièce qui marquera l'histoire du théâtre grâce à son succès critique et public, et surtout ses qualités, et qui sera jouée près de 2500 fois. 3000 ça. 3000. En 2014, tu surprends encore avec Le Cercle des illusionnistes, une pièce qui mêle habilement fiction et récit biographique des illusionnistes Robert Houdin et Georges Méliès. Puis en 2016, tu crées Edmond, une pièce qui relate la difficile création de la pièce Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Cette pièce a été nommée à 7 reprises aux Molières en 2017 et tu l'as d'ailleurs adaptée au cinéma 2 ans plus tard. C'est vrai? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs sorti en Israël. En 2022, tu délaisses pour un temps le registre de la comédie et du drame pour celui de la comédie musicale avec ta mise en scène des producteurs adaptés du film éponyme de Mel Brooks. Outre ton travail sur scène, tu as également laissé ta marque dans le monde du cinéma et de la télévision. En plus de la réalisation d'Edmond et d'une histoire d'amour au cinéma, tu as joué dans plusieurs films et séries télévisées, notamment dans les séries à succès Versailles et Kaboul Kitchen. En 2019, j'ai presque fini, tu publies ton premier roman, Loin, c'est le titre du roman. Un livre en forme de road movie qui nous plonge dans un monde de poésie, d'émotion et de réflexion profonde, nous emportant dans un voyage introspectif à travers tes mots et tes histoires. Moins 15%. Profitez-en. Ce premier roman a été salué par la critique et a figuré sur la sélection du prix Renaudot des lycéens. Il est presque à la fin. 3 lignes. Parmi les nombreuses réalisations d'Alexis Michalik, il y a une qui mérite une attention particulière, la représentation de sa pièce Une histoire d'amour en hébreu, actuellement au théâtre Beit Lessin de Tel Aviv, que nous vous conseillons vivement d'aller voir. Cher Alexis,
Ta carrière est un exemple inspirant et ton œuvre continue de toucher les cœurs et les esprits du public partout dans le monde. Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour discuter de ton parcours exceptionnel et de ta passion pour le théâtre. Je vous invite à profiter de cette rencontre exceptionnelle avec Alexis Michalik qui sera modérée par Stéphanie Soufir, notre responsable du livre à l'Institut français d'Israël. Je vous souhaite une excellente soirée et je ne souhaite pas m'arrêter avant de saluer et de remercier Dan Lefkovitch qui est ici parmi nous, sans qui cette aventure merveilleuse ne serait pas possible. Dan, tu m'as appelé l'été dernier pour me dire est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on coopère pour faire venir Michalik à l'Institut français d'Israël. Je t'ai dit bien naturellement. Merci Dan pour cette proposition, cette belle proposition. Merci infiniment. C'est très rare d'entendre ce genre d'introduction de son vivant. Donc, pas comment. Mais merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici en tout cas. Alexis Michalik, bonsoir. Je suis également ravie que vous soyez là. J'aimerais commencer cette rencontre par un petit extrait de votre livre Loin, que vous avez écrit en 2019 aux éditions Albin Michel, et qui pour moi représente parfaitement votre univers et votre travail. Vous me direz si j'ai tort ou pas. Okay. Ami lecteur, avant de pénétrer dans les méandres du récit, je voudrais te poser une question. Qui es-tu ? Je voudrais que tu réfléchisses un instant à ce qui fait que tu es toi. Il n'y a pas l'ombre d'un mouvement sectaire derrière cette entrée en matière. Il n'y a pas de paroisse, pas de salut, pas d'enfer. Tout juste des questions, car les questions sont la vie même. Tant qu'il existera quelqu'un pour se questionner, l'humanité vivra, avancera, reculera, s'effondrera, renaîtra de ses cendres. Donc, qui es-tu ? Qui me dit ? On va revenir. Ça va? Ça, c'est parce qu'on a échangé nos micros, je pense. Je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Alors, il faut y voir une manifestation d'ordre divin. Ok, on va. C'est foutu. Ouais, il y a un souci avec votre micro. Allez-y. C'est le mien, D'accord. Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin du micro. Oui, qui es-tu donc? Non, clairement, d'où vient cette passion du théâtre? Comment elle est venue? Je crois qu'elle est venue très jeune. Ouais, très jeune. Déjà, bonjour à tous, merci d'être venus, c'est très gentil d'être là. Voilà, je suis très content d'être ici. Ça l'arsène encore un peu là, non? Voilà, allez, merci à tous. Ouais, ils sont tous les deux étapes. Mais merci de cette précision technique. Non, je suis venu plusieurs fois en Israël, je suis ravi d'être là pour présenter une histoire de pour aller découvrir une histoire d'amour qui se joue au théâtre de Clicine. J'étais venu il y a quelques années avec le porteur d'histoire, déjà grâce à Dan Lefkovitch, qui était cette fois-ci une tournée du spectacle français. Et là, c'est un peu différent parce que, évidemment, c'est en hébreu. Mais je viens toujours avec beaucoup de plaisir. Vous m'entendez pas? C'est vrai? Je vais être obligé de reprendre ce micro. Voilà, non. Allez, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des trucs. Fonctionne pas là, si. Ouais. Dommage, hein, si on avait juste un petit peu trouvé des techniques. Enfin, je suis ravi de revenir à Tel Aviv en tout cas, malgré ce arsène permanent. Ah, je vois que l'intervention du technicien. Je crois que ça a marché comme ça. Rien changé, hein? Non, il y a toujours une voix un petit peu métallique. Peut-être faut baisser un peu, je sais pas. Ah, c'est compliqué. Ça commence mal, hein. Alors, c'est aller boire des verres. Vous pouvez suggérer que les personnes qui n'entendent pas, non. qu'il y a de la place. Ouais, vous pouvez vous approcher, c'est sûr, mais madame était au deuxième rang, donc je sais pas comment faire. Bon, là, vous m'entendez en tout cas. Ah ouais, mais c'est horrible, c'est un arsène. On est d'accord que c'est pire. Je suis
désolé, madame, il va falloir que vous veniez au premier rang, hein, vous n'avez pas le choix. Approchez-vous. Approchez-vous, parce que si on est au fond, vous entendiez tout à l'heure, quand je parlais sur l'image. Alors, c'est vraiment vous, madame. Désolé, mais vous êtes vraiment fort. Venez là. On n'entend pas, on n'entend pas. On entend bien. Vous entendez là-bas? Ouais, c'est super, merci. Tout d'un coup, ma carrière d'acteur était remise en question. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant joué toute ma vie dans des salles beaucoup plus grandes. Là, vous êtes au deuxième rang et vous m'entendez pas. C'est dans la ville de la C'est que vous, tout va bien. En tout cas, voilà, je sais que je suis ravi d'être là et d'être parmi vous et de profiter de Tel Aviv, non seulement pour sa gastronomie, principalement à base de Trina, hein, mais aussi, moi j'adore. Oui, c'est autre chose aussi. Il n'y a pas que ça, mais il y a quand même beaucoup de savir. C'est quand même tout dans les sons. Ah, mais ça veut dire, c'est une part importante voilà, de ma vie. Non, et voilà, je suis ravi d'être de retour et d'avoir cette discussion. Et ensuite, pour répondre, oui, j'ai commencé très tôt le théâtre. Moi, j'ai commencé à 18 ans. Avant ça, j'étais dans un club théâtre au lycée à Paris. J'ai eu la chance de grandir à Paris et de pouvoir aller voir plein de spectacles parce que mes parents qui n'étaient pas du tout dans le métier, juste ils étaient ouverts culturellement, ils m'emmenaient à la fois voir à la bibliothèque, emprunter des bouquins, etc., voir des films, voir des pièces. Et je suis un peu tombé dedans comme ça. Et au collège, au lycée, j'étais dans un club théâtre. Et puis après, j'ai commencé à 18 ans, je suis allé chercher un agent, j'ai commencé à passer des castings et j'ai commencé à travailler en tant que comédien très tôt. Et puis assez vite, j'écrivais, voilà, mais sans vouloir en faire mon métier. Et un jour, je pense que je devais avoir 20 ans à mon avis, et j'ai décidé de monter un premier spectacle qui était le mariage de Figaro de Beaumarchais, mais de façon un peu revisitée. Et de fil en aiguille, c'est devenu un spectacle qu'on voulait réessayer. Vraiment. Attention, nous allons faire un deuxième essai. Voilà. Attention, c'est parti. Un seul. Très tôt. Bonjour Alexis Michalik. 1, 2, 1, 2. Il n'y a pas de Larsen? Ça a l'air de marcher. Il y est, hein. Ouais, c'est limite. Hein. Ça va être un petit sketch récurrent. Ouais, mais ça va Mais mettre c'est un petit peu pas grave. d'ambiance, c'est bien. Ah, c'est pas mal. C'est mieux là. On dirait que je suis un- Je crois que Georges Diner est à la technique. Merci en tout Voilà, cas. c'est mieux. Le Merci directeur de beaucoup. l'Institut français Merci lui-même beaucoup. est à la technique. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Georges. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler à 18 ans et à 20 ans, je me suis dit je vais monter un spectacle comme ça pour voir. Et puis en fait, finalement, ce spectacle, j'ai créé avec des élèves du lycée, enfin pas du lycée, du conservatoire d'arrondissement dans lequel on jouait. On l'a amené à Avignon, au Festival d'Avignon, dans le Off. Et ça a été une révélation et je me suis dit mais en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie de refaire un spectacle l'année prochaine. Et puis c'est devenu un deuxième et un troisième, un quatrième, et à un moment je me suis retourné et je me suis dit tiens mais en fait je suis metteur en scène. Et à l'époque je pensais que j'étais déjà très vieux, mais je devais avoir 25 ans. Donc mais dans ma tête, comme j'ai toujours eu cette espèce d'hyper-conscience de la mort, je me disais il faut vraiment que je fasse les choses très 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 vite et le plus vite possible. Et c'est seulement maintenant que je suis vraiment vraiment vieux, puisque j'ai 40 ans, que je me retourne et que je me dis bon bah en fait finalement ça m'a poussé à faire pas mal de trucs, donc tant mieux. La légende dit que vous avez été admis au Conservatoire national d'art dramatique, le rêve de tous les comédiens, et que vous avez gentiment décliné en disant non, tout compte fait, je préfère monter mes propres pièces. Ouais, alors c'était pas vraiment comme ça que je l'ai dit, mais ouais. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'ai passé le conservatoire et faut savoir qu'au Conservatoire national, quand on rentre, on reste 3 ans et pendant 3 ans, on n'a pas le droit de travailler. Et moi, je l'ai passé, j'avais 20 ans et je travaillais déjà depuis 2 ans. Je faisais déjà des tournages, des petits trucs un peu à droite à gauche. Et je me suis dit que j'étais pas sûr d'avoir envie de ne pas travailler pendant 3 ans déjà. Ensuite, on pouvait tomber sur un prof, c'était aléatoire quoi, donc on pouvait tomber sur un super prof, et puis on pouvait tomber sur un prof qui était un peu un ringard. Et moi je sortais d'une première expérience théâtrale avec Irina Brook, qui est la fille de Peter Brook, qui est peut-être l'un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle.
Et donc qui m'avait ouvert les yeux sur ce que c'était le théâtre et comment ça pouvait être quelque chose de complètement créatif et génial. Et là, je me retrouvais à passer le conservatoire avec des profs qui étaient un peu plus old school, quoi, un peu plus ringards, qui avaient une vision du théâtre qui était un peu poussiéreuse. Et je me suis dit, si en plus je me retrouve avec ce type de personnes pendant 3 ans, je vais être très malheureux. Et là, j'ai eu une discussion avec le directeur du conservatoire, juste avant de passer le dernier tour, qui m'a dit, mais vous savez, si vous rentrez au conservatoire et que quelques mois après, vous partez faire un tournage ou que sais-je, vous aurez piqué la place de quelqu'un, quoi. Et je dis, oui, c'est vrai, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bout, et après, je suis allé signer une lettre en disant, voilà, je suis content d'avoir le concours, mais je laisse ma place à quelqu'un. Et donc, ils ont repêché les premiers sur la liste d'attente, et moi, j'ai commencé à travailler, quoi. Mais bon, aujourd'hui, c'est un événement. C'est un événement. Oui, bah oui, évidemment. Mais n'empêche qu'on m'en parle encore aujourd'hui, alors que je pense que si j'avais fait le conservatoire, tout le monde, personne n'en parle pas. La légende dit aussi que Le Porteur d'Histoire, qui est votre première pièce, qui a un immense succès, 3500, joué 3500 fois. Vous l'avez écrit un peu par hasard, c'est-à-dire que vous posiez un peu la question d'écrire, pas écrire, c'est pas forcément une envie dévorante. Et le théâtre 13 a fait appel à vous. Ils ont eu quelqu'un qui... Ok, je vous dis ce que j'ai lu pour vous corriger. C'est le Ciné 13, c'était moi, mais je veux bien, allez-y, continue. Ils ont eu en fait un désistement et ils vous ont demandé d'écrire une pièce en 1 mois. Donc vous avez écrit ce succès théâtral qui a fait 3500 en 1 mois. Alors oui, mais oui et non, parce qu'en fait l'écriture c'est un processus qui comprend plusieurs phases, en tout cas pour moi, et on va dire qu'il y a d'abord l'idée, hein, tout le monde a des idées, ensuite il y a la phase ce que j'appelle la phase de maturation, qui est le moment où cette idée elle repose, et en fait elle grandit, et de temps en temps, comme j'ai plusieurs idées dans la tête, comme des petits tiroirs, j'en ouvre un et j'arrose tel tiroir, et ça grandit plus ou moins vite, et à un moment, ça y est, c'est arrivé à maturation et j'ai ma structure et je connais mon histoire, j'ai peut-être pris des notes et je me dis maintenant c'est le moment de l'écrire. Donc c'est la dernière phase, c'est la phase d'écriture. Le Porteur d'Histoire, c'était une idée que j'avais eue 1 an auparavant et je me baladais dans un cimetière dans les Vosges et j'étais sur un tournage, donc j'avais un petit peu le temps et entre 2 prises je me balade et je regarde les tombes effacées et je me dis tiens c'est marrant, ces vieilles tombes là, j'ai l'impression que personne n'est venu fleurir la tombe depuis des dizaines d'années. Qui est là, quoi? Et puis de fil en aiguille, je me suis dit ah mais tiens, imaginons que quelqu'un doive que le cimetière soit complet. Qu'est-ce qui pourrait pousser à déterrer une tombe et à découvrir à l'intérieur autre chose, un trésor ou des livres ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que naît l'idée. Et après pendant 1 an, ça a commencé un peu à se construire et au bout d'1 an, effectivement, mon ami Benjamin Belcourt, qui est aujourd'hui mon producteur, il dirigeait non pas le Théâtre 13, mais le Ciné 13 Théâtre, qui était sur la butte Montmartre, qui était un petit théâtre de 100 places. Et il faisait un festival de création contemporaine où il avait proposé à plusieurs auteurs de lui faire des créations, quoi. Et ça devait durer 26 minutes ou 52 minutes, parce que c'était des formes courtes. Et il me dit écoute, je suis très embêté, c'est dans 1 mois, et j'ai un auteur qui m'a lâché. Est-ce que tu peux me faire un truc pour dans 1 mois? Et je dis ah dans 1 mois ouais, c'est serré, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les contraintes? Il me dit bah ça doit être 52 minutes ou 26 minutes. Je dis bah 26 c'est un peu court, mais les 52 j'ai peut-être un truc. Et donc effectivement en 1 mois j'ai pas écrit le spectacle, mais je l'ai raconté aux acteurs parce que je leur dis voilà j'ai envie de le créer au plateau, donc je vais d'abord vous le raconter et après je l'écrirai. Et puis on l'a créé effectivement avec évidemment aucun moyen, hein, on a pris 5 tabourets. Et on devait le jouer 3 fois. Donc l'histoire de ce spectacle, c'est qu'il devait se jouer 3 fois dans ce théâtre au Ciné 13. Et que par la suite, il a joué, il a connu un destin assez incroyable. Il a été repris d'Avignon en Avignon, il est venu jouer ici, il est venu jouer un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça que c'est né. Vous avez trouvé votre place? Là, c'est pas mal aussi, moi je dirais. Mais comme vous voulez. On est bon? Pas de soucis. Et voilà. Et alors ce succès incroyable, comment le jeune comédien que vous étiez et débutant metteur en scène, enfin en tout cas débutant dramaturge, comment vous l'avez pris, comment ça a fait une transition dans votre vie de comédien?
Bah, ça a fait une transition parce que c'était le premier spectacle que j'écrivais, quoi. Avant ça, je faisais des classiques revisités, et à partir du porteur d'histoire, je me suis dit, ah bon, mais en fait, mes histoires peuvent intéresser des gens. Et donc, à partir de là, j'ai écrit un deuxième spectacle, et puis un troisième, et puis c'est devenu mon métier, quoi. Mais avant ça, moi, j'étais persuadé que la création contemporaine, je ne vais pas dire que ça servait à rien, mais que l'écriture contemporaine, en tout cas au théâtre, ça servait à rien, puisqu'il y avait déjà Shakespeare, puisqu'il y avait déjà Tchekhov, tous les auteurs immenses. Au cinéma, il n'y a pas ça. Au cinéma, on ne reprend pas des Shakespeare tous les ans, alors qu'au théâtre, il y a ça. Donc je me disais, à quoi ça sert de faire du théâtre? Parce que si c'est pour faire une énième comédie de vaudeville, je trouve pas que ça a un grand intérêt, quoi. Et puis finalement, un jour, j'ai découvert le théâtre de Wajdi Mouawad, Littoral, Incendie, Forêt, enfin voilà, qui est devenu un grand dramaturge, qui aujourd'hui dirige la Colline à Paris. Et je me suis dit, ah mais d'accord, on peut faire quelque chose de shakespearien aujourd'hui, et c'est comme ça que ça m'a donné la permission spirituelle d'écrire Le Porteur d'Histoire, quoi. Mais évidemment que moi je pensais qu'on allait le jouer 3 fois, quoi. Et puis finalement 10 fois, et puis finalement 100 fois, et puis finalement 3100 fois. Cette pièce a été suivie par Le Cercle des Illusionnistes, puis Edmond, 2 autres très gros succès. Je crois que vous avez eu 5 Molières pour Edmond, 2 Molières pour un. Beaucoup de Molière. Et puis vous adaptez, vous écrivez Intramuros et Une histoire d'amour qui sont totalement différentes. Ouais. Les 3 premières sont c'est des aventures incroyables, pleines d'émotions et pleines d'un tourbillon. Et Intramuros et Une histoire d'amour qui sont beaucoup plus intimes. Est-ce que c'était une une volonté délibérée, ou tout d'un coup le sujet a apporté ça? Non, en fait, moi je pense que quand on crée, il faut aller vers des choses qu'on connaît pas. Sinon on refait inlassablement la même chose, quoi. Et c'est vrai, Le Porteur, Le Cercle et Edmond, c'est 3 pièces qui tournent quand même beaucoup autour du 19e siècle. Edmond, c'est en plein dedans. Le Porteur, il y a une bonne partie qui parle d'Alexandre Dumas, etc. Et Le Cercle, ça parle de Georges Méliès, de Robert Houdin. Donc on est un peu dans cette période du grand siècle français où, au 19e, il y a tous ces auteurs immenses, compositeurs, etc. Et après avoir fait ces 3-là, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que j'essaye autre chose, quoi. Et donc, j'ai voulu aller vers un sujet un peu plus contemporain avec Intramuros, très différent, puisque ça se passe en prison, c'est une histoire de prison. Et puis ensuite, Une histoire d'amour, pareil, un peu dans la continuité je me dis, bon allez, Intramuros, ça s'est bien passé, je vais continuer. Mais à chaque fois, effectivement, c'est l'histoire qui me prend. C'est-à-dire que, vraiment, l'histoire compte plus que tout. Et ça peut arriver de plein de manières. Ça peut arriver parce que je vais discuter avec quelqu'un, et puis il va me raconter un truc, et puis je vais dire, quoi, répète ce que tu viens de dire, hein, et tout d'un coup, ça va être le germe de l'histoire. Ou parce que je me balade dans un cimetière dans les Vosges, ou parce que je lis un truc sur internet, ou dans un bouquin, ou dans un magazine, vraiment une anecdote débile, et que je dis, mais c'est marrant cette anecdote là, et ça va créer le germe de l'histoire. Donc ça arrive, ou parce que je le vis, bien sûr, mais bon, c'est assez rare. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire va naître, et au final, je pense que le plus important, c'est de raconter les histoires qu'on a envie de voir et qui nous touchent, tout simplement. Si je suis touché par une histoire que je raconte, a priori, il y a peut-être des chances qu'elle arrive à toucher d'autres gens, quoi. Au point de vue de la création, vous dites que le moment le plus intéressant pour vous, c'est les répétitions. C'est là où vraiment la création a lieu. On dit aussi que vous êtes très impatient en répétition, limite vidophobe. Comment vous travaillez avec les comédiens? Comment vous créez justement ces pièces? Ça dépend des spectacles. Il y en a que j'écris complètement, donc comme Edmond, comme Une histoire d'amour, comme Le Cercle des Illusionnistes. Et puis il y en a d'autres que j'écris un peu en partie ou complètement au plateau. Donc Intramuros par exemple, c'est une pièce que j'ai raconté l'histoire aux comédiens, et après on a commencé à la créer au plateau. Donc on improvise des scènes, mais qui ne sont pas vraiment improvisées, ils savent ce qui va se passer. Et puis après, en fait, je suis influencé par ce qu'ils me proposent, même si je sais où va l'histoire.
Et je vais parfois garder des bouts de dialogue, des bouts de ceci, des bouts de cela, et puis après je vais réécrire, et du coup ça va permettre à la création de ne pas être assujetti à un texte, mais uniquement à une situation. Et donc ça donne un réalisme particulier. Voilà, ça dépend. Mais sinon, là par exemple pour la prochaine, parce que je commence des répétitions fin novembre, et on crée un nouveau spectacle en janvier à Paris. Et là, pour le coup, vraiment, les acteurs, ils ont reçu le texte et ils doivent l'apprendre, et on va arriver au premier jour, et là, ils sont censés connaître leur texte au rasoir, et puis on va commencer à travailler, quoi. Et alors, cette nouvelle pièce, on a le droit d'en savoir un peu plus? Ouais, bien sûr, ça s'appelle Passeport, et c'est une histoire sur, on va dire, les réfugiés et l'identité. C'est une histoire qui commence dans la jungle de Calais en 2015, qui est ce camp où tous les réfugiés qui viennent principalement d'Afrique, du Moyen-Orient, etc., et qui veulent aller en Angleterre, se retrouvent bloqués parce que les Anglais disent aux Français empêchent les réfugiés de passer, et donc ils se retrouvent finalement dans un camp, et ils vont être jusqu'à 10 000 dans ce camp-là, donc voilà, c'est là que ça démarre. Une histoire d'amour et Edmond, vous les avez adaptés au cinéma, vous avez fait l'adaptation et la réalisation. Comment on passe du théâtre au cinéma, quand on est soi-même la personne qui a écrit? Ouais. Ça dépend. C'est deux choses très différentes, parce que Edmond, c'était d'abord un film dans ma tête. Vraiment, c'était pas une pièce. J'avais envie depuis 15 ans d'en faire un film. J'avais cette idée d'en faire un film depuis 15 ans. Ah, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a... Ouais, allez-y. Allez-y, installez-vous. Non, 19h, hein, quoi. Bonjour, ça va? Non, mais c'est super, vous êtes là. Déjà, vous avez été à les portables, c'est pas mal. Vous êtes allé voir le porteur d'histoire ou pas? C'est vrai? Parce que c'est vrai que c'est une tradition de laisser les portables allumés, j'ai l'impression, au théâtre. Ouais, c'est bon, voilà. C'est toujours assez rigolo. Mais voilà. Mais vous n'êtes pas les champions. Les champions du téléphone portable allumé, à ce jour, de mon expérience de par le monde, ça reste l'Algérie. Vraiment, là, c'est pas les portables, là, c'est des caméras. Là, on vient filmer les acteurs sur scène, etc. Mais c'est poétique. Donc, on en était où? De quoi on parlait? On parlait du cinéma. Absolument. Le cinéma... donc voilà, Edmond, c'était d'abord un film dans ma tête, et puis je voulais vraiment en faire un film. J'ai fini par trouver un producteur de cinéma qui m'a dit, voilà, écris le film, et puis on le proposera à un autre réalisateur. Ce qui était justifié vu que j'avais jamais fait de film. Et puis donc j'ai écrit le scénario, on l'a proposé à plusieurs réalisateurs et personne n'en a voulu. Ah, ok. Parce que le théâtre, parce que le sujet, parce que tout ça. Et au bout de, je pense, bien 2-3 ans, je me suis retrouvé à aller voir à Londres des comédies musicales et des pièces, et il y avait une adaptation de Shakespeare in Love. Je sais pas si vous voyez le film Shakespeare in Love, voilà. Et en voyant la pièce, je me suis dit, mais c'est vachement bien, mais c'est dommage que le film existe. Parce que les gens viennent revoir le film au lieu de découvrir la pièce. Et c'est là que ça a fait tilt, et je me suis dit, mais en fait, il faut qu'Edmond, je le fasse d'abord au théâtre et après au cinéma. Et donc, dans le chemin du retour, dans l'Eurostar, j'étais déjà en train d'adapter le scénario au théâtre, et ça s'est fait. Et après, le succès a été tellement dingue que quelques mois plus tard, les mêmes personnes qui avaient dit non, faut pas en faire un film, on dit genre, ce serait bien d'en faire un film. Et voilà, et on a financé le film, et du coup j'ai dit, j'aimerais bien le réaliser si c'est possible, et c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu à finalement faire le film de mes rêves, grâce au théâtre au final. Et à chaque fois, je pense, dans ma vie, il y a toujours eu... le théâtre a toujours été l'initiateur, le truc qui vient me sauver, alors que je pensais vraiment que le théâtre, ça restait quelque chose de... C'était un truc pour les initiés, c'était un truc un peu, évidemment, moins populaire que le cinéma. Et au final, en fait, des pièces comme Edmond, des pièces comme le porteur d'histoire, elles ont tellement joué que c'est des... le nombre de spectateurs, ça se rapproche d'un succès au cinéma, quoi. Aujourd'hui, la pièce Edmond, elle se joue encore au Théâtre du Palais Royal, où elle a été créée en 2016, donc elle se joue encore. On va faire la semaine prochaine, on va fêter la 1500e dans le même théâtre. Et la seule pièce qui a joué plus qu'Edmond dans ce théâtre-là, c'est La Cage aux Folles, qui a joué pas loin de 1800 représentations. Donc on n'est pas très loin. Donc normalement, si on reste encore un an,
on bat le record. Et là, voilà, c'est des choses qui paraissent complètement insensées, quoi. Et on se dit, en fait, tout le monde se dit, c'est peut-être possible. Donc aujourd'hui, rien qu'au Palais Royal, il y a plus d'1 million de spectateurs qui ont vu cette pièce. Et 1 million de spectateurs au théâtre, c'est quelque chose de pas concevable, quoi. Enfin, moi, c'était pas concevable, quoi. Et donc voilà, donc à chaque fois le théâtre lance. Et pour une histoire d'amour, c'était pareil. Ah, c'est un portable. Est-ce que ça a été plus facile du coup de monter l'histoire d'amour? C'était pas un portable. Il n'y a pas de souci. C'est une vidéo sur Instagram. Je suis juste en train de regarder Instagram. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et non, une histoire d'amour, c'était d'abord une pièce, ça, il n'y a pas de souci, je voulais absolument, dans ma tête, c'était pas du tout un film. Et puis en fait, dès la première, tout le monde m'a dit, mais c'est un film en fait, il faut que tu en fasses un film, Et puis à force qu'on me le dise, j'ai fini par me dire, bon si vous voyez un film, je vais peut-être faire un film. Et voilà, et je me suis mis j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et on allait faire ce film qui est sorti en avril. Et le but, c'était de faire le film avec les actrices de la pièce. Et d'arriver à monter ce film avec les actrices de la pièce, qui est vraiment pas facile, parce qu'au cinéma, quand on monte un film, c'est un budget beaucoup plus gros qu'une pièce ou qu'un roman. Un roman, c'est le budget minimal. Mais la première chose qu'on vous dit, c'est qui vos stars, et donc là, on l'a fait sans stars, et voilà. Et on est très content d'avoir fait le film, mais il y a eu moins de gens qui ont vu le film que la pièce, quoi. Je crois même que vous n'aviez pas prévenu vos comédiens que vous montiez oui. pour... Ah oui, c'est vrai, très juste, mes comédiennes, ouais. Oui, parce que comme j'étais pas sûr d'arriver à monter le film, je voulais pas leur donner des faux espoirs. Et donc pendant des mois, pendant que je cherchais les financements, je leur ai fait croire que ça allait être d'autres actrices. Ça allait être, je sais pas... Je disais, je sais pas encore, on l'a peut-être proposé à Marion Cotillard, on va voir, etc. Et puis en fait, autour de Noël, on les a convoqués, on a dit, voilà, on a nos financements, on va faire le film et on va le faire avec vous. Et donc voilà, tout le monde a pleuré, c'était super. Et après, on a fait... J'aimerais maintenant qu'on En vrai, c'était même pire que ça, c'était pendant le Covid, on avait tous nos masques. Donc c'était vraiment, on était à l'intérieur et on avait nos masques. Mais bon. J'aimerais maintenant qu'on parle de Loin, votre premier et seul jusqu'à présent roman. Alors, vraiment, c'est complètement les 3 premières pièces. C'est l'aventure, c'est l'histoire, peut-être vous voulez en parler, l'histoire de... Oui, bien sûr. C'est pour ceux qui l'ont pas lu. Enfin, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Le bouquin. Merci, mademoiselle. Il y en a 2. À lire absolument. C'est l'histoire d'Antoine, qui est un jeune homme et dont le père est parti quand il avait 7 ans. Et un jour, et c'est quelqu'un qui s'est construit un peu en opposition au départ du père, donc qui est très droit dans sa vie. Il va épouser. Il est avec la même jeune femme depuis des années, ils vont se marier, il fait du droit, il va être avocat, etc. Et un jour, il reçoit une carte postale par la poste qui a été envoyée il y a 17 ans. Et c'est une carte postale qui a été envoyée par son père d'un petit bled en Autriche. Et il décide avec son meilleur ami, qui est également journaliste, de partir à la recherche de ce père. Et ils vont être rejoints par la sœur d'Antoine, Anna, qui est un personnage. Et les 3 partent à la recherche du père, et puis en fait ce voyage qui doit être l'affaire d'une semaine en Autriche, aller-retour, va les emmener beaucoup plus loin, et puis là on va plonger aussi dans plein de choses, dans une certaine histoire de l'Europe au XXe siècle, et ils vont remonter leurs origines, et puis on va découvrir qu'évidemment leurs origines, qu'ils pensaient être bretonnes, sont beaucoup plus complexes que ça. Voilà, c'est un gros pavé, hein, ça fait bien 600-700 pages. Mais ça se lit très très rapidement et sincèrement c'est passionnant. Bah, merci. Voilà, donc ça c'était à la base une idée de série que j'avais, et puis je me suis rendu compte, en tout cas à l'époque où je l'ai écrit, je me suis dit voilà, ça va être compliqué de faire une série, ça coûte beaucoup plus cher. C'est dommage parce que j'ai toute cette histoire en tête, comment est-ce que je peux la raconter, et donc j'en ai fait un roman, et voilà, il est sorti en 2019, et là aussi, je continue encore aujourd'hui à avoir beaucoup de retours. En fait, le roman s'est bien vendu, et puis après il y a le Poche qui est sorti, et le Poche, c'est beaucoup plus facile donc le Poche c'est encore mieux vendu, et donc en fait ça continue à se vendre chaque été, puisque ça s'appelle Loin, donc c'est parfait pour Instagram, hein.
On peut le mettre au bord de la mer et puis mettre une petite photo avec marqué loin, c'est nickel. Donc, C'est bon, vous êtes fort en marketing, c'est super. très très fort en marketing, c'est pour ça que j'appelle comme ça. Et voilà, donc je suis régulièrement tagué dans des stories de gens qui découvrent le bouquin. Donc je suis super content de l'avoir fait, je suis très fier. Que j'ai mis 3 ans à l'écrire. Je sens un mec qui arrive. Mais c'est une aventure très solitaire, l'écriture d'un roman, et tous les écrivains vous diront ça. C'est pas seulement l'écriture, mais aussi l'après. Quand on a fini d'écrire un roman, en fait, et qu'on va le vendre, et qu'on va de salon en salon, en fait, on est seul avec son bouquin, quoi. Et quand on fait un spectacle et qu'on apprend qu'on est nommé au Molière, on s'appelle et on se dit allez, on se retrouve et on va boire des coups et on fête ça. Et quand on reçoit une bonne critique pour un roman ou une sélection dans un prix, en fait, on a l'éditeur qui nous dit ah bravo, et puis on raccroche et puis on dit là. Super, j'ai envoyé un texto à ma mère, mais à part ça, je peux pas parler à des personnes qui partagent ça avec moi, quoi. Et moi, je suis quand même, j'aime bien la troupe, j'aime bien l'équipe, j'aime bien être chef d'équipe, j'aime bien faire partie d'une équipe, j'aime bien tous les postes. Quand on est comédien, on fait partie d'une équipe. Quand on est metteur en scène, réalisateur, on est vraiment chef d'équipe. Mais c'est trop triste, les aventures solitaires, toute cette création, tout ça. Donc je suis super content quand les gens viennent me parler de mon bouquin et que ça les touche, etc. Mais c'est dur de ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un. Donc ce sera une unique expérience. Je sais pas, peut-être plus tard, quand je serai vieux et seul, il ne me restera que l'écriture. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pense j'ai toujours évidemment des idées qui me viennent. Et souvent, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais de cette idée? Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est autre chose, un bouquin? Et souvent, je me dis, ça pourrait être un film, ça pourrait être un livre. Qu'est-ce que je fais? Si je fais un film, ça va être un peu plus fun. Si je fais un bouquin, je vais m'enfermer pendant 2 ans pour écrire ce truc. Voilà, le choix est vite fait, quoi. Donc, rien que pour l'aventure humaine, le fait de se dire que quand on a fini d'écrire, c'est que le début de l'aventure, c'est chouette. Quand on a fini d'écrire une pièce, là, on se dit, voilà, je vais le faire découvrir aux comédiens, je vais trouver des gens, ils vont être trop heureux, ils vont avoir des rôles, on va se retrouver, on va faire une première lecture, on va entendre le texte. Ça va être génial, quoi. Puis après, on va le créer, on va partir en répétition. Pendant 2 mois, on va être tous ensemble. Et puis après, ça va se jouer. Il y aura du public. Ça aussi, le public, c'est quelque chose. Ça change beaucoup, on se rend pas compte. Mais quand on écrit un roman, il se vend dans les librairies, on voit pas les gens, quoi. Donc parfois, on fait un salon littéraire. Et donc, on est là avec notre roman quand on a la chance d'en vendre. Parce que souvent, on se retrouve à côté de quelqu'un. Moi, j'ai la chance d'en vendre. Mais quand je suis à côté de quelqu'un qui est là toute la journée et qui vend 4 romans dans la journée, c'est dur, hein. C'est dur, il est là, derrière son truc. Bon, mais quand on a la chance d'en vendre, les gens ils viennent et puis ils disent voilà, faites, est-ce que vous pouvez me faire une dédicace? Puis je dis oui, bien sûr. Et puis, ils l'ont pas lu le roman, parce qu'ils viennent l'acheter. Donc on peut pas en parler. Alors qu'à la sortie d'une pièce, les gens ils en parlent. À la sortie d'un film, les gens ils en parlent. Ils disent j'ai vu la pièce, j'ai vu le film, on peut vous en parler, on peut en discuter, bravo pour ce truc. Le roman, non. Donc ils vont regarder le truc, ils vont lire la 4e de couverture. Puis la conversation elle s'arrête là, donc ils vont dire voilà, c'est pour Micheline, je vais dire très bien Micheline, d'accord. Et puis c'est moi qui vais être obligé de faire la conversation et qui vais dire alors du coup Micheline, vous faites quoi vous êtes d'ici, très bien, c'est super, génial, d'accord. C'est pour qui? C'est votre neveu, d'accord, très bien, ok, très bien, super. Et on fait ça 150 fois dans la journée, si on a la chance d'en vendre. Et c'est un peu frustrant, quoi. Voilà, c'est la différence entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'une pièce. Vous êtes ici pour venir nous voir, bien sûr, mais aussi parce que, et surtout, votre pièce Une histoire d'amour est adaptée en ce moment et depuis quelques mois au Théâtre Beth Lessie en hébreu. Je sais qu'il y a d'autres pièces qui ont été adaptées dans d'autres langues, notamment je crois en anglais, Edmond et quelques-unes. Et quelques-unes, bon. Comment vous ressentez ça? Que cette pièce-là, qui a été écrite par vous, un Français en France, est ensuite traduite et jouée pour d'autres personnes? Bon, déjà, c'est génial, bien sûr. Là, c'est une saveur assez particulière. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il y a... Bon, déjà, moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, quand j'ai fait le porteur d'histoire, etc., vraiment jamais j'aurais imaginé que ces pièces-là allaient avoir ce genre d'aventure, de destin. Le porteur d'histoire, c'est une pièce qui a joué partout, quoi. Ça a joué partout.
On est allé la jouer au Maroc, en Algérie, à Dubaï, en Chine. On est allé jouer dans tous les territoires francophones, hein, Guadeloupe, Réunion, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, vraiment partout. Parce que c'est très léger et ça a tourné. Donc c'est dingue, quoi. On est allé jouer dans des endroits, on ne pouvait pas imaginer. Ici, donc, évidemment. Et puis parfois, effectivement, il y a quelqu'un qui demande le texte et qui dit, bah voilà, on va le monter chez nous. Donc ça, c'est arrivé à plusieurs endroits. Edmond, ça a été beaucoup monté un peu à droite à gauche, dans les pays de l'Est, notamment, en Angleterre, etc., plein d'endroits. Et parfois, c'est moi qui vais faire la mise en scène. Quand on me demande, voilà, on aimerait bien que vous fassiez votre mise en scène chez nous, je dis, bah super, bon, c'est un processus il faut que je sois libre. Donc évidemment que si c'est pour faire ça au Kazakhstan, je vais peut-être pas forcément y aller, parce que je vais pas passer 2 mois au Kazakhstan pour monter un truc qui va être vu 4 fois. Mais parfois, quand c'est un pays où il y a vraiment une grosse culture théâtrale, ça m'intéresse d'y aller. Donc je suis allé monter une histoire d'amour, par exemple, en Espagne. Comme moi je parle espagnol, donc je suis allé monter là-bas. Cet été, je suis allé monter Edmond en Argentine, à Buenos Aires. Donc c'est exactement la même mise en scène qu'au Palais Royal, mais à Buenos Aires, dans un très beau théâtre magnifique. Buenos Aires, c'est une ville de théâtre, ils ont plus de théâtre qu'à Paris. Et là, pour une histoire d'amour en hébreu, j'étais super content que ça se monte. La pièce avait été montée aussi ailleurs, dans d'autres endroits, et j'ai pas forcément vu les mises en scène parce que parfois on est déçu. Hein, en tant qu'auteur, moi je suis pas juste auteur, je suis auteur-metteur en scène. Donc ça m'est arrivé d'aller découvrir une mise en scène d'un de mes spectacles, et c'est pas tout à fait comme ça que j'imagine la pièce, quoi. Hein, par exemple, ça va durer une demi-heure de plus, donc il va y avoir des temps. Moi j'ai un obsédé du rythme. Donc je vais sentir que le public s'ennuie, et je vais avoir envie de leur dire, mais c'est pas moi, c'est... Voilà, pour m'éviter ce genre de frustration, et pour éviter aussi de... Comme moi, j'ai un profond respect pour la création, et j'ai envie que les gens ils fassent ce qu'ils veulent de ma pièce, souvent je vais pas voir les spectacles. Et là, je sais que ça fait 6 mois que ça joue, je sais que j'ai plusieurs personnes qui l'ont vu, et qui m'ont dit c'est super, et puis moi je vois les stories sur Instagram des acteurs et des actrices, et ça marche très fort, et ils sont tous hyper contents, hyper touchés, donc petit à petit, ça m'a donné envie de venir découvrir le spectacle. Et en plus de ça, une histoire d'amour, il y en a qui l'ont vu au Bec les Cygnes ou pas? Vous y allez demain, vous l'avez vu, vous. Une histoire d'amour, c'est une histoire entre deux femmes, Katia et Justine, donc c'est une histoire d'amour homosexuelle. Et elle m'a été l'inspiration de cette pièce, elle vient d'une rupture, ça part d'une rupture. Et moi, voilà, je me suis fait quitter il y a 5 ans dans une histoire d'amour, une fille dont j'étais très amoureux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette émotion-là, de cette tristesse, et j'en ai fait ce spectacle. J'ai écrit tout ça, non pas en racontant mon histoire, mais en mettant, c'est ce qu'on fait quand on est artiste, quand on est créateur, on prend ses émotions et on essaie de les mettre au service d'une œuvre, quoi. Et voilà, et ce spectacle a été créé, ça a beaucoup marché en France, je l'ai joué, je l'ai monté, et puis ensuite ça a été créé un peu partout, et finalement ça a été créé en Israël. Mais l'ironie du sort, c'est que la jeune femme qui m'a quitté, elle est israélienne. Donc l'idée que ça a été joué, monté et joué ici, c'est particulier, parce que ça a été vu par ses parents, par des potes à elle, et moi, à un moment, je me suis dit, mais j'ai quand même envie d'aller voir ce spectacle, quoi. Parce que c'est tellement une double mise en abîme de comment quelque chose existe, pourquoi ça existe et pour qui ça existe parfois, que voilà, ça a une saveur toute particulière d'avoir ce texte-là particulièrement monté en Israël, et puis évidemment à Tel Aviv, qui est quand même une ville emblème des droits homosexuels, et voilà, que ça a un sens particulier, que ça marche autant ici, cette histoire d'amour entre ces deux femmes. Je vous conseille vivement d'aller la voir. Je ne l'ai pas encore vue, mais je l'ai lue, et c'est bouleversant. Merci. Voilà. J'aimerais qu'on revienne à la partie un peu plus épique et historique de vos pièces, en l'occurrence des 3 premières. Comment vous travaillez sur les recherches historiques? Je lis, quoi, enfin, historique ou autre, hein, vraiment, je veux dire, intramuros, ça se passe en prison, j'ai lu plein de bouquins sur la prison, quoi. Juste, voilà, on essaie juste de ne pas dire trop de bêtises, quoi. Là, la prochaine, pareil, ça se passe
à Calais, dans la jungle de Calais, bon bah j'avais intérêt à connaître mon sujet, quoi, donc à savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis en fait, plus on lit, plus on découvre des anecdotes et on se note les anecdotes. Et on dit bah ça je vais le ressortir, je vais l'amener, je vais. Voilà, mais c'est plutôt un plaisir en fait. Vraiment, la partie documentation, c'est un bonheur, quoi. C'est fun, c'est rigolo. Quand on a envie d'écrire une histoire sur Edmond Rostand, bah, on va lire les 10 biographies d'Edmond Rostand, c'est normal. Et puis aussi des trucs sur le 19e siècle. Ça, c'est plutôt sympa, quoi. C'est pas quelque chose de très laborieux. Est-ce qu'il y a des personnages historiques ou des périodes historiques qui vous donnent encore envie et que vous avez envie d'adapter au théâtre? Oui, mais on verra. Non, mais voilà. Il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais ça peut arriver du jour au lendemain. En tout cas, si j'avais eu un truc où vraiment, ça faisait 10 ans que j'avais envie de le faire, je pense que je l'aurais déjà fait. Mais voilà, il y a plein d'idées, plein de projets. Ça peut être historique ou non. Mais je veux dire, voilà, j'ai déjà fait Edmond, quoi. Donc je peux pas refaire un truc sur une personnalité historique qui crée un spectacle. Chaque fois, il faut que je me dise, bon bah, comment je fais autre chose? Comment je vais ailleurs? Qu'est-ce que je vais aborder? Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que maintenant je vais faire un restaurant, peut-être que maintenant je vais faire une chanson. Voilà, le but c'est de continuer à se renouveler, quoi. Alors les chansons, je crois que la musique a une place importante pour vous. Je crois qu'il y a une de vos pièces qui a été inspirée par une chanson. C'est une histoire d'amour. Ouais, tout à fait. C'est une histoire d'amour. C'est en écoutant une chanson effectivement que j'ai eu le. En fait, du coup, ça marche pas ici, mais dans la mise en scène française, la dernière chanson de la pièce, j'ai entendu cette chanson et je me suis dit tiens, ça ferait une bonne. J'ai eu cette dernière scène qui me venait et je me suis dit ça ferait une super fin, mais j'ai pas le reste. Mais j'ai la dernière scène et c'était très très clair et vraiment. Je me dis ah ce serait super à la fin que ça se termine comme ça sans spoiler et après j'ai réfléchi à qu'est-ce que je vais faire avant. Effectivement dans la mise en scène française c'est cette dernière scène qui est. Voilà. Est-ce que peut-être qu'on peut demander si ils ont des questions? Vous avez des questions? C'est quoi la chanson? La chanson c'est It Takes Time to Be a Man du groupe The Rapture. C'est vraiment la toute dernière scène de la pièce. Si vous la mettre. Si vous allez voir la pièce à Paris qui reprend en octobre. Et j'écoutais ça et comme souvent en fait j'écoute des chansons et je les écoute en boucle quand je commence à me dire tiens ça m'inspire un truc et je me disais là j'imagine un truc très triste quoi et en même temps très joli. J'imaginais un mec assis sur un canapé en train de fumer une clope avec c'est la présence d'une enfant dont il va devoir s'occuper et puis une espèce de danseuse un peu éthérée, un peu fantomatique qui représente le spectre de son ex-femme. Puis j'avais un peu ce truc un peu en tête qui très vite est venu devenir quelque chose de concret quoi. Mais bon, voilà, j'essaie de pas trop vous dévoiler, mais ouais, c'est comme ça que c'est né, et ça m'arrive souvent en fait d'entendre la musique et d'avoir une scène, et en général quand c'est le cas, vraiment je réécoute le morceau 15 000 fois quoi, jusqu'à ce que je me dise bon bah ok là j'ai maintenant qu'est-ce qu'il y a ensuite, le reste quoi. Oui. On a évoqué le fait que vous étiez un peu caméléon au niveau artistique, vous passez d'un domaine à un autre qui semble très naturel en tant que créateur. Mais c'est beaucoup moins facile de se vendre en fait dans l'industrie quand on passe d'un art à un autre parce qu'on est moins légitime entre guillemets. C'est quoi votre secret justement pour passer du roman au cinéma, au théâtre, peut-être à la chanson? En fait je pense que on dit souvent en France, on dit souvent qu'on aime bien mettre les gens dans les cases. Hein, ça revient souvent ce truc. Mais en vrai je pense que c'est aussi les gens se mettent eux-mêmes dans des cases. Parce qu'évidemment que déjà c'est très difficile la création en général, les métiers artistiques en général. Quel que soit ce qu'on va faire, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, c'est compétitif. Quand on a envie d'être acteur, il y a 1000 personnes qui veulent être acteurs en même temps que vous. Et donc si jamais on arrive à entre guillemets à percer, en tout cas à faire à en vivre déjà, ne serait-ce qu'en vivre, on se dit bon bah voilà, j'ai mon créneau. Je vais pas aller risquer encore une fois d'aller ailleurs. Je pense que ça vient de nous-mêmes et de nos propres angoisses et nos propres peurs. Et
Et moi, je pense que j'ai jamais eu ça. J'ai toujours un truc où je me suis dit, mon ambition financière, c'est juste d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Et le reste, c'est pas pour ça que je vais faire ce que je fais. Et donc quand je passe justement du roman au cinéma, etc., je me dis juste, je vais essayer de faire du mieux que je peux, je vais essayer de rien avoir à regretter, mais je fais ça juste parce que j'ai envie de raconter cette histoire, ou parce que j'ai envie de chanter cette chanson, ou j'ai envie de jouer, ou j'ai envie de... voilà, c'est pour ces raisons-là que j'y vais, quoi. Et encore une fois, c'est parce que vraiment chacun a ses propres choses qui lui passent par la tête et ses propres raisons, mais moi j'ai un truc où au restaurant par exemple, je supporte pas quand les gens ils prennent la même chose. Moi j'ai envie qu'il y ait plein de choses sur la table et de pouvoir goûter à tout. Et c'est pareil dans la vie, j'ai envie de... dès que j'ai fait un truc et que je sais comment ça marche, j'ai envie de faire autre chose maintenant. Il y a un truc, ça c'est fait, maintenant autre chose. Et voilà, et donc j'adore le théâtre, j'adore faire du théâtre, mais j'ai envie d'aller faire des trucs différents, sinon ça marche pas. Et souvent je mets une pression aux gens avec qui je travaille, là sur le dernier, pareil, avec ma scénographe, costume, etc., en leur disant on change là. Alors, ils vont me proposer des choses, je vais dire non là, allez-y, bousculez-moi un peu là, allons faire un nouveau truc, ça on l'a déjà vu, en fait je peux pas refaire tout le temps la même chose. Le porteur d'histoire c'était super parce qu'il n'y a pas de décor. Pas de décor, et c'est tout le concept de ce spectacle, c'est qu'il n'y a rien et qu'on crée tout dans l'imaginaire. Mais du coup, celui d'après, il fallait qu'il y ait beaucoup de décors parce que je ne peux pas refaire la même chose. Donc c'est constamment ce qui me pousse à aller vers un truc que je ne sais pas faire. Bon, après, je ne vais pas non plus faire n'importe quoi. Il faut que ça, quand même, que ça ait un petit sens, quoi. Si demain on me dit est-ce que tu veux venir faire une émission sur TF1, je veux dire, attends, je vais réfléchir un petit peu, est-ce que ça m'apporte quelque chose, est-ce que j'en ai besoin? Il y a des trucs où je me dis, est-ce que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je vis très bien de mon art. Donc ça n'est plus un c'est plus, ça rentre pas en compte, quoi. Il y a beaucoup d'acteurs qui, en fait, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Hein. Et moi, avant que je commence à gagner ma vie en tant que metteur en scène, je faisais absolument ce que je pouvais faire en tant qu'acteur. J'allais faire une série, un téléfilm, un truc, et je prenais tout ce que je pouvais prendre. Aujourd'hui, comme ça rentre plus dans l'équation, en fait, si j'ai pas envie de faire ça en tant qu'acteur, je vais pas le faire, peu importe le cachet, peu importe le truc. Ça va m'intéresser plus d'aller faire un jour sur un film, parce que le rôle est chouette, le clin d'œil est chouette, que 40 jours sur une série qui n'a aucun intérêt artistique. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette chance, j'ai ce luxe-là. Donc je ne suis mu que par est-ce que ça va être nourrissant, enrichissant, est-ce que ça va être chouette artistiquement, quoi. Et comment, face à l'industrie, vous avez la crédibilité, en fait? L'industrie, en fait, c'est assez simple, hein. Dans le théâtre privé, en tout cas, si le spectacle il marche, on peut faire ce qu'on veut sur le suivant, quoi. Le porteur d'histoire, c'est un spectacle qui avait pas de star. Et avant que je fasse le porteur d'histoire, globalement, dans le théâtre privé en France, il fallait avoir des vedettes pour faire du théâtre privé. Il fallait avoir des gens qui comptaient, et on écrivait pour eux. Donc on écrivait des rôles pour des vedettes, et donc c'était des rôles importants, principaux, et on espérait qu'il y avait des vedettes qui allaient pouvoir jouer dans notre pièce, et c'est comme ça qu'on accède à des gros théâtres. Le porteur d'histoire, qui n'avait pas du tout... on n'avait pas prévu de faire un succès, hein. Ça devait jouer 3 fois, c'était un labo complet, quoi. Bon, mais le porteur d'histoire est devenu un succès. Donc tout à coup, cette pièce qui n'était pas une comédie, qui était pas un truc de boulevard, où il n'y avait pas de stars, où il y avait des gens sans décor qui changeaient de costume, est devenu quelque chose qui a commencé à marcher, quoi. Il a commencé à rapporter de l'argent, en fait. Et à partir de là, évidemment que le spectacle d'après, on m'a dit, vas-y, fais. On m'a laissé plus de liberté. Donc le spectacle d'après, c'était le Cercle des Illusionnistes, pas de stars non plus, que des comédiens qui jouent. Hein. Donc ça a commencé à devenir quelque chose qui était aujourd'hui va être un peu ma patte, quoi, que d'autres gens vont reproduire ou être inspirés, normal, comme on est tous la somme de ces inspirations. Mais donc le Cercle des Illusionnistes, pas de stars, un budget un peu plus conséquent, carton. Super. Donc du coup celui d'après c'était Edmond. Et Edmond sur le papier, c'est pas facile à faire, hein, parce qu'il y a 12 comédiens, donc ça coûte cher, une grosse production, il n'y a pas de star du tout, peu
peu de gens vont signer là-dessus, peu de producteurs de théâtre, dans le théâtre privé vont dire bah oui, bien sûr, allons-y. Ah oui, bien sûr, époque, combien? Ouais, beaucoup de décors. Bah, allons-y, c'est super, on va faire ça, ça va marcher ça. Donc c'était un vrai pari à la base. Aujourd'hui, on peut dire oui, bah Edmond, mais non, mais Edmond, il y a des gens qui n'ont pas voulu, quoi. Il y a des directeurs de salle qui n'ont pas voulu. Et d'ailleurs, de manière globale, tous les trucs que j'ai faits, tous les succès que j'ai faits, tout, il y a quelqu'un qui n'en a pas voulu, quoi. Loin, je l'ai envoyé à 2 éditeurs. Il y en a un qui m'a dit c'est super, et l'autre qui m'a dit genre faut tout changer. Bon, je suis allé avec celui qui a dit c'est super. On approche des 300 000 exemplaires vendus du bouquin. Et sur Edmond, c'est pareil, quoi. Donc Edmond, à la base, c'était vraiment pas quelque chose de gagné. Donc, et une fois qu'Edmond a marché, plus que marché, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, on approche les chiffres de la Cage aux Folles, ce qui est complètement incroyable. À partir de là, j'avais carte blanche, quoi. Puisque ces 3 spectacles que j'avais fait coup sur coup, sans star, sans tête d'affiche, avec un théâtre de troupe, avaient marché et continuent de marcher aujourd'hui. Donc, plus évidemment que plus on fait des choses qui fonctionnent, et plus cette liberté artistique, on nous la donne. Mais le coup près va être aussi... la difficulté, c'est que il y a de moins en moins de gens qui vont me contredire. Et donc je dois moi-même beaucoup me contredire en me disant est-ce que je suis sûr que c'est bien? Parce que plus ça marche et plus on vous fait des chèques en blanc, quoi. Donc voilà, il y a une grosse difficulté à exister, à créer, mais il y a aussi une difficulté à continuer à se renouveler et à continuer à essayer d'être exigeant avec soi-même, parce que plus ça marche, moins les gens sont exigeants avec vous, quoi. On a une autre question, je crois, là-bas. Bonsoir. Parler de chercher à vous renouveler à chaque fois, et toujours chercher des nouveautés et faire quelque chose de différent. Parlez un chouïa plus fort, si possible. Vous avez pas peur qu'un jour vous allez avoir l'impression d'avoir tout fait? C'est toujours une anxiété. Tout fait, je pense pas. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, quand même. On sait plus ce qu'on peut essayer. Non, je pense que la peur, c'est plus le côté... c'est plus de devenir ringard, quoi. Il y a un moment, en fait, on peut, n'importe qui, hein, même les gens les plus adulés, à un moment, ça passe de mode, quoi. Donc je pense que c'est plus ça, le truc. Mais on pardonne un peu plus aux créateurs qu'aux interprètes, par exemple. Les créateurs, tant qu'on fournit, tant qu'on continue à créer, tant qu'on continue à... On peut aller jusqu'à tard, quand même. Hein, moi c'est ma... En tout cas, j'espère, hein, c'est mon... J'espère que je vais pouvoir continuer à faire des films, des pièces, etc. Et puis, en fait, tant que je peux continuer à faire ça, tout va bien, quoi. Le reste, clairement, je n'aurais jamais exploré tout, hein, parce que la vie fait aussi que y a des thématiques qui arrivent. Enfin voilà, quand on regarde mes spectacles, tout ce que je fais, hein, moi, j'écris jamais en pensant à un thème. C'est-à-dire, je me dis jamais, tiens, je vais faire un thème sur la PMA. C'est pas comme ça que je fonctionne, quoi. Dans une histoire d'amour, ça parle de PMA. Mais j'ai l'histoire qui me drive, j'ai les émotions qui me drive, et puis quand j'ai fini d'écrire, je me dis, tiens, en fait, ça parle de ça. Et en fait, on se rend compte toujours, quand on écrit, je sais pas s'il y en a qui créent ou qui écrivent ici, mais quand on écrit, je dis toujours, essayez d'écrire des choses qui vous touchent et qui vous émeuvent, vous. Parce que si ça vous touche, c'est que ça touche à quelque chose de personnel. Mais même en tant que spectateur, si vous réfléchissez à un film ou à une pièce ou à une œuvre qui vous a fait pleurer, par exemple, la raison pour laquelle vous avez pleuré, c'est parce que ça vous a rappelé quelque chose de personnel. Hein, si vous avez pleuré, c'est parce que ça vous rappelle votre frère que vous avez perdu, votre amour, votre machin, vos enfants qui grandissent, quelque chose qui résonne en vous. Donc c'est quelque chose de personnel. Et quand vous créez, c'est pareil, en fait. Si vous êtes ému par une histoire et vous ne savez pas pourquoi vous êtes ému, vous l'écrivez, puis à la fin, vous vous dites « Ah oui, ok, c'est mon père. D'accord, je comprends. Ouais, c'est mon rapport avec... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, là, je vois pourquoi je pleure. » Et c'est pas grave, c'est bien. Ce qui compte, c'est de raconter quelque chose qui vous touche, parce que ça risque de toucher d'autres gens. Hein. Et tant que vous faites ça, ça peut durer toute la vie, parce qu'en fait, les choses qui vous touchent à 20 ans, ce ne sera pas les mêmes que les choses qui vous touchent à 30 ans, ni à 40, ni à 50, ni à 60. Et moi, dans les premiers spectacles, dans Edmond, par exemple, ou dans Le Porteur, ou dans le cercle et dans Edmond, c'est des spectacles qui tournent beaucoup autour du désir de devenir artiste,
Edmond, c'est l'histoire d'Edmond Rostand qui rêve d'écrire un chef-d'œuvre. Et c'est une thématique qui forcément, une thématique de jeunesse, évidemment, moi j'en rêvais depuis toujours, parce que c'est cette espèce de désir d'arriver à créer quelque chose d'universel et de beau, etc. Donc forcément que ça va me parler. Aujourd'hui, est-ce que j'écrirais Edmond de la même manière? Non. Aujourd'hui, il y a un deuxième truc. Dans Une histoire d'amour, il y a tout ça, c'est de l'analyse a posteriori, c'est pas quelque chose que je fais consciemment. Mais dans Une histoire d'amour, le personnage du frère que je jouais, c'est un écrivain qui est cynique, qui a connu le succès, etc., mais qui se rend bien compte que malgré le succès, il peut quand même être malheureux, pour d'autres raisons, pour des raisons personnelles. Et évidemment que ça aussi, c'est des choses qui viennent d'un endroit personnel. C'est pas quelque chose qui est fait volontairement, mais quand on l'analyse, on se dit, oui, évidemment qu'il y a il y a une part de soi, comme il y a une part de soi dans tous ces personnages, en fait. Donc tant qu'on continue de vivre, en fait, tant qu'on continue d'être de rencontrer des gens, de vivre des choses, on est un animal social, hein, nous les humains, on a besoin de se parler, on a besoin de se confronter à des choses. Tant qu'on vit pas comme un ermite, en fait il y a toujours des nouvelles choses qui nous émeuvent, qui nous viennent, qui nous parviennent et qui nous inspirent du coup. Est-ce que ça continuera d'intéresser les gens? Ça, c'est une autre question, mais bon, au pire j'irai faire de la planche à voile. La rédemption, la transformation, la recherche de soi-même, c'est des thèmes qu'on voit beaucoup dans vos pièces. Racontez-nous comment ça vous parle. Mais je vous dis, je travaille pas par thème. Je me dis pas, tiens, je vais faire un truc sur la rédemption. Non, j'en suis sûre, mais... Est-ce que ça résonne là maintenant? Oui. En termes de thérapie, quoi, personnelle? Parlons, on est entre nous. Non, sûrement. Non, c'est intéressant parce que c'est des thèmes qui reviennent beaucoup. Alors peut-être c'est pas quelque chose auquel vous pensez quand vous écrivez, mais en tout cas c'est quelque chose auquel on pense quand on voit vos pièces. Ouais, sûrement, ça me touche sûrement quelque part, mais en tout cas je vous assure que c'est pas quelque chose de conscient, quoi. Il y a un truc où... Et puis il y a plein d'autres thèmes qui peuvent se dégager. Moi je peux vous prendre chaque truc que j'ai écrit et vous dire, là tu vois, là je parle de moi, là à cet endroit-là je dis ça pour ça. Dans Loin par exemple, il y a 3 personnages principaux, qui ont 3 caractères très différents. Et en fait, ces 3 personnages principaux, c'est une partie de moi. C'est moi qui dialogue. On a chacun on est un peu différents selon les années, les machins, les gens avec qui on est. Et je le sais, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait consciemment. C'est quelque chose qui fait que comme j'ai envie de faire dialoguer ces 3 personnages pendant 600 pages, forcément, c'est un peu moi dans ma tête qui dialogue, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça où il y a une part de soi. Dans Une histoire d'amour, c'est particulièrement l'intime, quoi. C'est vraiment mais chaque auteur, même quand on n'écrit pas sur soi, on écrit quand même sur soi. C'est impossible de faire autrement, quoi. Ou alors c'est qu'on écrit un truc qui est vraiment très impersonnel et donc ça risque de toucher personne. Une autre question, et je vous redonne la parole, promis. Vous avez dit on est la somme de nos influences. Vos influences théâtrales, Ariane Mouchkine, Wajdi Mouhamad, c'est beaucoup des influences du théâtre subventionné. Votre manière d'écrire et de mettre en scène, pas de star, la star c'est la pièce, c'est beaucoup la manière de faire du théâtre subventionné. Comment vous vous positionnez? J'ai lu que vous trouviez le théâtre subventionné un peu snob, que ça vous ressemblait pas, mais ça vous ressemble quand même beaucoup. J'ai dit qu'il était plus snob que le théâtre privé. D'accord. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, en fait c'est juste que moi je travaille dans un théâtre privé et je suis très content. En fait ça me convient très bien, j'arrive à faire des spectacles que les gens viennent voir, donc j'ai pas besoin de subventions. Et le fait même de devoir obtenir des subventions pour pouvoir faire son travail sous-entend que en fait, les choses qu'on va raconter et les thèmes qu'on va aborder doivent plaire aux gens qui nous donnent des subventions. Moi personnellement je suis très content de pouvoir faire des spectacles qui ne doivent plaire qu'au public. Parce que s'il y a des gens dans la salle, alors c'est bon, mon spectacle, je ferai le suivant et c'est aussi simple que ça. Mais dans le théâtre public, j'ai vu des choses extraordinaires, des créations fabuleuses, des metteurs en scène qui m'ont extrêmement inspiré. Je continue à aller beaucoup dans le théâtre public. J'ai rien contre le théâtre public, je disais juste que le théâtre public était plus snob que le théâtre privé, dans le sens où le théâtre privé, il n'a aucun problème à faire venir des créateurs du théâtre public faire des choses dans le théâtre privé. L'inverse n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a un côté chic, il y a un côté snob en fait. Ouais, il y a un côté plus snob. Mais bon, il n'empêche qu'il y a des choses merveilleuses qui s'y passent.
Joël Pomerin notamment, qui travaille un petit peu au théâtre privé. Pas trop, hein. Ah bah si. Non, il a pas fait de création dans le théâtre privé, c'est ces spectacles de théâtre public qui ont été repris dans le théâtre privé. C'est un premier pas, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Mais il y en a plein, il y a plein de gens qui... Mais Thomas Joly, par exemple, Thomas Joly, il a fait toute sa carrière dans le public, puis il allait faire Starmania dans le privé, et c'est magnifique, c'est merveilleux. Le public, nous dans le privé, on l'accueille à bras ouverts, Thomas Joly. Mais voilà, mais après c'est le retour qui est plus difficile. Tout à l'heure, on parlait de polyvalence artistique. Est-ce qu'il y a encore des domaines qui vous donnent envie, que vous n'avez pas encore touché? Ouais, bien sûr, sûrement. Enfin, ouais, la série, par exemple. La série, je trouve que j'adore. Est-ce que vous adapteriez loin en série ou c'est oui. Du passé? Ouais, ça pourrait complètement. Mais là, j'aimerais bien que le prochain truc que je fais au cinéma ou en série, ce soit pas une adaptation. J'aimerais bien faire un truc nouveau. J'aimerais bien développer un scénario nouveau et une histoire nouvelle, parce que je pense que, voilà, après avoir fait 2 adaptations, j'aimerais bien être dans un terrain de jeu où justement tout est nouveau et c'est toujours plus stimulant. La création, c'est super c'est ce que je préfère, c'est les répètes, c'est le moment où on crée. Je trouve ça génial, ce moment où il n'y a rien et puis tout à coup on travaille pendant 2 heures et tout à coup il y a un truc qui existe, quoi. C'est génial, c'est un mystère, c'est extraordinaire. Je veux dire, Edmond, ça parle que de ça parle de comment est-ce que ça se crée. C'est fabuleux. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, une question là-bas. Une question, effectivement. Oui. Est-ce que, parce que vous avez parlé largement de tous vos succès, sans vouloir vous embêter avec cette question, mais est-ce que vous avez déjà eu un échec, ou du moins quelque chose que vous avez fait que vous regrettez? Un seul. Et comment vous l'avez géré en fait, dans l'idée de continuer à créer après ça, peut-être quelque chose qui n'a pas marché? Bon, alors tous les grands metteurs en scène, ils disent qu'ils apprennent plus de leurs échecs que de leurs succès. Ouais, alors j'ai eu des échecs qui ont été des échecs parce qu'ils n'ont jamais vu le jour, par exemple. J'ai eu des spectacles ou des trucs ou des projets sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps et puis finalement ça n'a jamais vu le jour. Donc c'est pas tout à fait un échec, parce que c'est un échec parce que ça n'a pas réussi à exister, mais déjà ça m'a appris des choses. Par exemple, avant de faire Edmond, j'avais développé une comédie en me disant, bon, il faut que je fasse un premier film facile à faire, et après je pourrais peut-être faire Edmond. Donc j'avais commencé à faire une comédie un peu buddy movie, un truc vraiment assez simple, basique, avec 2 acteurs, où je me suis dit, ah bah super, je vais pouvoir jouer dedans en plus. Et puis on a travaillé, puis à un moment, c'est marrant, à chaque fois qu'on passait en commission, qu'on allait chercher un peu des sous et que les gens arrivaient et qu'ils disaient, ah on a vu le porteur d'histoire, on a adoré, on a vu le cercle des illusionnistes, et je leur pitchais un peu la comédie et je sentais qu'ils étaient un peu déçus. Il y a un truc de, ah bon, d'accord, c'est ça, bon, ok, on attendait un peu autre chose. Et après j'ai compris en fait donc ça m'a appris que encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas un truc qui nous fait vraiment brûler, quoi, qu'on a vraiment envie de raconter, si ça vient pas d'une envie profonde de raconter, c'est moins fort. Et on va avoir plus de mal à convaincre des gens. Il y aura peut-être d'autres arguments, oui, bah voilà, c'est une comédie avec, je sais pas qui, un acteur connu, etc., qui va nous permettre de financer, mais ce sera probablement pas un film qui va avoir un impact sur les gens, quoi, qui va être... si ça vient pas vraiment un profond désir de raconter cette histoire, c'est peut-être pas, ce sera pas le plus bel objet artistique au final. Donc ça m'a appris ça, d'autres trucs qui sont pas faits. Puis là récemment, Une histoire d'amour, bah en fait le film a pas du tout marché, quoi. Vraiment ça a été un énorme bide. On a fait 55 000 entrées en salle, alors que la pièce a été vue par 250 000 personnes. Donc ça vous donne un peu une idée de la différence. Évidemment la pièce, bah c'était... alors bon, la pièce vraiment ça a été... comme je l'ai écrite suite à cette rupture, je l'ai écrite en 3 jours cette pièce. Donc ça a été vraiment... c'est sorti d'un coup. Le film, ça m'a pris 3 ans. Donc entre 3 ans et 3 jours, grosse différence, tout ça pour être vu par moins de gens, donc ça a été un peu dur cet échec. Et puis bah, du coup, bah, on se pose des questions, on se dit bah, qu'est-ce qui a fait que les gens n'y sont pas allés? Et forcément, ça nous amène à nous remettre en question, et comme j'ai envie de faire du cinéma, bah, je me dis bon, bah, qu'est-ce que je vais devoir changer, qu'est-ce que je vais devoir trouver pour arriver à ce qu'il y ait des gens qui viennent voir le film, quoi. Voilà, où est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est une question de casting? Est-ce que c'est une question de sortie, de machin? On peut se raconter plein de choses. Mais moi, je pense qu'au fond, la vraie raison pour laquelle ça marche pas, c'est parce que, je vous disais tout à l'heure, Edmond, c'est un film que j'ai toujours eu envie de faire. Je le voyais en film. Et puis finalement, ça a été une pièce et un film. Mais Histoire d'amour, je ne le voyais pas en film.
Pour moi, c'était une pièce de théâtre. Pour moi, si je fais un film, je veux avoir une vision, j'ai une vision Spielbergienne du cinéma. Si je fais un film, c'est que ça peut pas être une pièce. Si je fais un film, c'est que c'est trop gros ou trop... C'est que ça peut pas être autre chose qu'un film. Et Une histoire d'amour, c'était pas du tout le cas. Je l'imaginais pas en tant qu'un film. Et effectivement, quand les gens me disaient « Bon, c'est un film, j'ai fini par me laisser convaincre. » Mais c'était pas à la base un désir de cinéma. Donc la plus grosse leçon que j'ai retenue, c'est il faut que je sois persuadé, moi, de faire un film de cette histoire, plus qu'autre chose. Il ne faut pas que ce soit les autres qui m'en persuadent, il faut que ça vienne de moi. Il faut que j'ai une vision de ce film, il faut que j'ai une vision de cinéma. Parce que le cinéma, c'est un langage à part, comme le théâtre est un langage à part, comme l'écriture est un langage à part. Le cinéma, c'est pas juste un dialogue et des gens qui le disent, c'est surtout comment est-ce qu'on raconte cette histoire en filmant, comment est-ce qu'on bouge sa caméra, quel choix on fait. Et autant le langage théâtral, c'est quelque chose d'assez organique chez moi, quelque chose où vraiment, moi, je suis tellement à l'aise sur un plateau de théâtre, et ça va très vite, et vraiment, j'ai pas besoin de notes, et c'est mon domaine, quoi. Autant le cinéma, je sens que c'est beaucoup plus vaste, et il y a encore beaucoup de choses à explorer, donc ça, c'est un exemple d'échec à ingérer et à comprendre, mais bon, je pense que quand même le pire du pire, c'est l'échec total. C'est-à-dire l'échec pas seulement public, mais aussi critique. Le truc quand on crée quelque chose et que vraiment les gens sortent en disant c'est nul. Ça c'est d'une violence. Mais ça, je l'ai pas encore connu. Ciao. Au revoir. Ça vous freine pas pour envisager à nouveau de faire du cinéma? Bah ça freine pas, mais par contre c'est sûr que ça... Il faut s'y remettre, quoi. Il faut se dire, allez, je vais repasser 3 ans à travailler sur quelque chose qui va peut-être être vu par personne. Voilà. En fait, je pense que si j'avais pas cette chance d'avoir autant de gens qui suivent mes spectacles, la question se poserait même pas. Si j'étais réalisateur, je continuerais à faire truc. Là, le problème, c'est que je me pose vraiment avec la question de, bon, qu'est-ce que je fais, une pièce ou un film? Vu l'investissement que c'est pour faire un film et l'investissement que c'est pour faire une pièce et le rendu, bah en fait je suis bien au théâtre, hein. Moi c'est super, hein, c'est mon domaine, mais justement la zone de confort elle est là, elle est dans le théâtre. Le plus dur ça va être justement de retourner faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, pour apprendre à le maîtriser, et c'est ça qui fait qu'on se confronte et qu'on s'oblige à aller chercher d'autres choses. Sortir de sa zone de confort artistique, quoi. Donc personne ne nous le demande, mais c'est ça qui est dur avec la création, c'est que personne ne nous le demande. C'est pas moi quand je suis acteur, c'est les vacances. J'arrive le matin, j'ai juste à apprendre mon texte, j'arrive sur le plateau, bonjour monsieur Micheli, vous voulez un café? Oui bien sûr, avec plaisir. Tout, puis on arrive, on fait la scène se termine, la journée est terminée, on me ramène chez moi. Et j'ai pas à m'occuper du montage, et j'ai pas à m'occuper de la post-prod, et j'ai pas à revenir le lendemain pour des... Non, juste j'ai fait mon travail. Et le film sort, j'ai mon nom grand sur l'affiche, et les gens me disent bravo, c'est super. Je dis c'est génial, j'ai travaillé 12 jours. Alors que sur un film, quand on réalise, quand on écrit, quand on produit, on travaille 3 ans. Donc l'investissement il est tellement différent, et donc moi je le sais ça, quand j'arrive sur un tournage, je sais le travail que ma metteuse en scène, la réalisatrice, le réalisateur il a fait, je sais, j'en ai conscience. Je suis tellement reconnaissant d'être là et de ne pouvoir que faire mon travail d'acteur. Donc voilà. Le plus dur, c'est la création. Le plus dur, c'est d'y retourner. Le plus dur, c'est de faire quelque chose dont personne ne vous a demandé. Mais au final, c'est aussi le plus gratifiant. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a des gens, pas tous les jours, mais pas loin, qui me parlent d'Edmond. C'est quelque chose, je le sais, la pièce, c'est fou, le film continue, il est sur Netflix maintenant en plus, donc il y a un truc où j'ai conscience, et vous savez, même au moment où Edmond est sorti, où le film d'Edmond est sorti, il a fait 710 000 entrées, je crois, en salle. Ce qui, pour un premier film, est très bien. Mais c'est un film en costume, ça avait coûté assez cher, donc je pense que la production espérait plus. Donc c'est pas un carton. La pièce est un carton phénoménal, le film pas tant. En salle, ça a été une déception pour ceux qui le sortaient, parce que vu les retours, vu ce que ça laissait présager beaucoup mieux. Donc on l'a tous vécu comme un espèce d'échec à l'époque, commercial. Et puis aujourd'hui,
bah, en fait le film il est passé à la télé, il est passé sur Canal+, il est passé sur Disney+, il est maintenant sur Netflix. Et donc, beaucoup de gens l'ont vu. Et beaucoup de gens le découvrent encore aujourd'hui. Et beaucoup de gens se disent, mais en fait, il est super ce film. Et il est super ce film, pour moi, a tellement plus de valeur que si le film avait fait 3 millions d'entrées, mais qu'il était nul. C'est tellement plus important de sentir qu'encore aujourd'hui, en fait, tous ces choix, toutes ces années de travail, en fait, ça a servi à faire un objet qui traverse ces années, qui n'est pas devenu un ghost, qui n'est pas devenu un truc qui est toujours là. Et donc ça, c'est le genre de choses qui me fait me dire, ok, c'était le bon choix artistique, et maintenant il faut que je continue à pouvoir créer des films et créer des... Mais en essayant d'avoir quand même un petit peu plus de gens dans la salle. Donc voilà, c'est ça les échecs et comment ça... Nous avons une question d'un monsieur là-bas au fond. Alors je crois que monsieur est conseiller... Monsieur Micheli, bonsoir. Bonsoir monsieur Lekovic. Vous avez récemment participé à une grosse émission de télé, à une heure de grande écoute. Fort Boyard? Non, pas celle-là. Ce que j'ai fait, Fort Boyard. Là, si, c'était super. On a battu le record de saison. 20 500 €. Ouais. Vous avez récemment fait une très grosse émission, prime time, haute. Ah oui, d'accord. Oui, les Molières. La télé, c'est quelque chose... c'est la prochaine étape? Oui, bien sûr. Eh ben, sans blague, oui, donc voilà, donc pour ceux qui... Moi, j'ai présenté les Molières cette année, donc qui a un gros bazar quand même. Et effectivement, c'était une sacrée... c'était quelque chose de nouveau. Bah voilà, c'était encore un truc où vraiment j'avais rien à y gagner, quoi. Mais je pense que j'ai toujours aimé le spectacle à l'américaine. Je pense que j'ai toujours aimé les talk-shows, j'ai toujours aimé regarder... moi, je regarde plus ça que la télé française, à vrai dire, sur mon ordi. Je regarde Jimmy Fallon, etc. Et j'ai toujours aimé le sens du show et le sens de la comédie américaine et comment ils arrivent effectivement à avoir un rythme télévisuel, etc. Donc je me suis toujours dit, tiens, ce serait un peu un défi un jour de présenter une cérémonie, et quand l'opportunité s'est présentée, enfin la troisième fois qu'ils m'ont proposé, j'ai fini par dire bon d'accord, ok. Et ouais, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment passionnant, et je pense que si j'avais pas déjà une carrière, je pense que ça pourrait être quelque chose qui me plairait. Je pense que j'aime bien l'idée d'accueillir quelqu'un, de faire des blagues, de préparer l'émission, c'est quelque chose qui pourrait m'avoir plu. De la même manière que jouer en tant qu'acteur c'est super, que jouer au théâtre c'est super, qu'écrire un roman ça peut être super aussi, enfin que tout ça. Ouais, c'est pas... j'ai pas de snobisme à cet endroit-là. Simplement, bon, je sais pas si ce serait un très bon choix de carrière à ce stade. Je pense que j'ai encore quelques spectacles à faire, encore quelques films à réaliser. Mais je vais raconter une anecdote sur Georges Feydeau. Donc, tout le monde connaît Feydeau, ses pièces, vaudeville, etc. Le plus grand auteur de vaudeville français. Feydeau, à la base, quand il donc rêvait d'écrire des pièces, et il commence à écrire une première pièce qui a un succès d'estime à l'époque. Bon, c'est pas les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais succès d'estime. Et après, les 15 pièces d'après, elles font des bides. Donc vraiment, 15 pièces, ça ne marche pas du tout. Et la 16e, ça a été le dindon, enfin, ça a été, et puis après, voilà, ça commence à marcher. Mais vraiment, il a eu 15 bides d'affilée. Et à un moment, il se trouve que Feydeau, dans le métier, tout le monde savait que c'était un bon comédien. Parce que quand il lisait ses pièces, etc., il avait le sens du rythme, il avait... Et donc, il y a des producteurs de théâtre qui disent, bon, faudrait qu'on l'enrôle, faudrait qu'il vienne jouer, en fait. S'il vient jouer, s'il devient acteur, il serait super, etc. Mais Feydeau, pour lui, être acteur, c'est vraiment un peu c'est en dessous, quoi. Il y a vraiment l'auteur de théâtre, où ça, c'est la classe, et l'acteur, bon, bah, c'est l'échec, quoi, pour lui. Et un soir, les mecs, les producteurs le saoulent, quoi, et l'amènent au théâtre, et l'amènent dans le bureau, et lui disent, allez, vas-y, signe le contrat, et vraiment, il est à 2 doigts de signer le contrat, et puis il tombe, quoi. Et donc il le ramène, et il se réveille en disant, est-ce que j'ai signé? Non, non, t'as pas signé. Et il se dit, oh, je suis passé à ça de rater ma vie d'auteur, quoi. Donc lui, et c'est vraiment un truc véridique qui a attesté dans sa biographie, on peut dire ça. Donc il avait ce truc de se dire, lui vraiment auteur de théâtre c'est la classe, par contre acteur de théâtre c'est vraiment la déchéance, quoi. Donc il y a je trouve ça génial que déjà à l'époque, qu'à l'époque il y a un truc vraiment de différence de classe.
Voilà, moi j'ai pas du tout cette peur-là, mais bon, ce serait un peu étrange, quoi. C'est comme si demain je sortais un disque de rumba, quoi. Il y aurait un truc un peu... on comprendrait pas trop pourquoi, quoi. C'est pas pourquoi pas, hein, mais bizarre, quoi. D'autres l'ont fait, on n'a pas compris pourquoi. Ouais, Mais je sais. Mais non, c'est chouette, moi j'aime bien. Voilà, donc on sait jamais, peut-être sur la fin de carrière, j'écrirai des romans et je présenterai une émission. Oui, madame. Après, Vous êtes plus à l'aise dans la famille théâtrale ou au cinéma? Non, j'aime bien tout, mais comme je disais, disons que je cherche encore un peu ma place au ciné. Là où au théâtre, j'ai l'impression de l'avoir trouvé, au cinéma, je continue à creuser, quoi. Je suis là, mais qu'est-ce que j'ai... En fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que au théâtre, moi, je fais du théâtre populaire et exigeant, on va dire. C'est-à-dire du théâtre populaire, mais pas non plus de la grosse gaudriole un peu nulle. Voilà. Au cinéma, et en fait au théâtre, cette place, je l'ai prise parce que le théâtre, c'est un univers moins populaire que le cinéma. C'est déjà un public qui peut se permettre de payer des places, il y a beaucoup de gens qui disent « moi je vais pas au théâtre c'est chiant ». Beaucoup, la majeure partie des gens ne vont pas au théâtre parce que dans leur imaginaire, ils y sont allés une fois au collège et c'était chiant, ils sont tombés sur un Molière, ça les a dégoûtés du théâtre. Moi, mon but, c'est que les gens ils viennent voir mes spectacles ou d'autres pour la première fois et qu'ils se disent « ah, ça me donne envie de retourner au théâtre ». Et là, c'est gagné. Parce que je pense que le théâtre, c'est pas un art qui est pas populaire, c'est que c'est ce qu'on en fait, c'est ce que les créateurs en font, qui en font un art populaire ou non. Et donc, Mnouchkine, Brooke, Savary, tous ces créateurs de théâtre, c'était des gens qui voulaient un théâtre populaire. Et moi aussi, j'ai envie qu'il y ait des gens dans la salle. Le cinéma, c'est un art populaire. Donc il y a déjà plein de gens qui font des films très populaires, et des gens qui font des films très auteurs, très intello. Et moi, je suis un peu entre les deux, quoi. C'est-à-dire que je suis pas du tout très auteur, et je suis pas non plus très populaire dans le cinéma. Et donc, je cherche encore ma place, quoi. Et j'espère que je vais la trouver. J'espère que je vais trouver quel type de cinéma ou quel type de film je peux apporter, que ça ait du sens à ce que je fasse des films. Ouais, oui, bon, d'accord, oui, en tant qu'acteur, oui, peut-être, oui. Mais en tout cas, en tant que créateur, je me dis, bon, c'est quoi ce qui va faire que ça va avoir du sens, que ce soit moi qui le fasse et pas n'importe quel autre réalisateur, quoi. Parce qu'au théâtre, je sais. Au théâtre, je sais, quand j'écris, je suis là, genre, bah, je sais. Je sais pourquoi, je sais à qui ça s'adresse, je sais pourquoi je fais ça. Oui. Allez. Si, ce sera la dernière question. Allez, les 3 dernières. Est-ce que vous avez des craintes ou des peurs qui vous empêchent d'aboutir dans votre création? Pas vraiment. J'ai la chance de pas trop avoir ça. Mais non, j'ai la chance de pas trop avoir des craintes ou des peurs. Tout ce que je pourrais avoir, c'est de la paresse. Disons que pendant la première partie de ma vie, vraiment, je donnais tellement tout à ce métier-là qu'à un moment, il y a à peu près 10 ans, j'ai fait un burn-out. C'était déjà mon deuxième, et je me suis dit, bon, il faut peut-être que je révise un peu l'ordre des priorités et que je m'autorise aussi à partir en vacances de temps en temps. Et après, j'ai pris goût aux vacances. C'est quand même pas mal, en fait, les vacances, quoi. Bon, bah ça y est, j'ai fait c'est bon, ça a marché, quoi. Bon, j'ai pas besoin d'argent, c'est bien, tout va bien. Pourquoi est-ce que j'y retourne? Et puis, bon, bah on y retourne, parce qu'en fait, le pouvoir de l'histoire, il revient, et parce qu'à un moment, on se dit, non, mais en fait, ça, c'est une histoire qu'il faut que je raconte, quoi. Et parce qu'à un moment, c'est une sensation assez extraordinaire de... Moi, je me souviens encore du jour où je termine d'écrire mon roman, quoi. Je me souviens encore de ce jour-là, on était en Corse, avec des potes, il dit, bon, on va à la plage, je fais, non, faut que je termine. Je pars à la plage, je passe la journée à écrire, il est 18h, je mets le mot fin, et je suis pris d'une espèce de sensation de plénitude, de me dire que je suis allé au bout de ce voyage de 3 ans, et cette sensation de plénitude, c'est comme une drogue, quoi. Il y a un truc de... voilà, difficile à expliquer, quoi. Et donc, bon, bah voilà, c'est ce qui fait que de temps en temps, j'ai beau être en vacances, bah, je vais ouvrir mon ordi et laisser mon portable à la maison, et je vais me dire, allez, pendant 2 semaines, de 8h à 17h, je vais écrire, et à la fin, je
je vais retrouver ce sentiment de plénitude. Mais aucune peur. Non, parce que déjà j'en ai fait 2-3 quand même. Enfin, la première fois on a peur, la deuxième fois. Mais non, j'ai la chance d'avoir un truc où effectivement il y a des gens qui devant le vide ils sont paralysés. Moi je saute quoi, il n'y a pas de souci. Je me dis oh, au pire c'est du théâtre. Hein. Les Molières par exemple, c'est drôle, mais c'est quand même un truc où c'est costaud quoi. On est en direct, hein, on a la charge de la cérémonie tout entière. Nous on a commencé par un numéro musical de 3 minutes en live, donc pas de filet, hein, pas de rien quoi. Vraiment une chanson face caméra, etc. Pas de prompteur, c'est parti quoi. Et bizarrement j'étais stressé pendant toute la partie les quelques mois avant, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on ait les intervenants, qu'on ait les textes, qu'on sache ce qu'on allait faire. Là, j'avais ce stress de putain, si on trouve rien. Puis à partir du moment où la cérémonie, je l'avais écrite, où je savais qu'on avait tous nos intervenants, tous nos remettants, tout ça, là c'est bon. Le stress déjà, 90% du stress était parti. Et au moment où on était sur le terrain et on a fait une répétition générale, on a machin, là le stress pourrait être au max. Et pourtant, là j'avais un truc de me dire bon bah. On est prêt, hein, on verra bien, au pire quoi, on se trompe, c'est pas grave. J'ai cette chance-là de pas être paralysé par le trac, quoi. Voilà, allez, les deux dernières. Justement, c'est un peu l'autre versant de la question, j'ai pensé à... quand vous dites au pire c'est du théâtre, moi justement la question que je me pose, parce que c'est aussi un peu... Comment on trouve l'énergie pendant 3 ans d'écrire en se disant ça vaut le coup c'est quoi la motivation? Alors, je vous cache pas que, d'abord, j'ai écrit 50 pages. Et ces 50 pages, elles sont restées dans mon ordi pendant des années. Et chaque année, je rouvrais mon ordi et je relisais. Je disais, ah, c'est pas mal quand même. Et des fois, on relit et on se dit, ah, c'est pas terrible. Et puis des fois, on se dit, ah, c'est pas mal quand même. Et une bonne idée, normalement, elle revient et elle reste, comme Edmond qui est resté pendant 10 ans, pendant 15 ans. Il dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc celle-là, voilà, ça restait. Et un jour, j'ai dit, bon, allez, si je dois passer 3 ans à l'écrire, il faut que je sois sûr au moins qu'il soit publié. Donc j'ai envoyé à 2 éditeurs en disant, voilà, j'ai écrit 50 pages, est-ce que ça vous intéresse? Il y en a, la première m'a rappelé donc en me disant, genre, oui, il faut tout changer, ça va pas. Et le deuxième m'a dit, bah c'est très bien, allez-y, écrivez, on va le publier. Et j'ai dit, bon, d'accord, ok. Et voilà. Et après, je suis parti. J'avais écrit 50 pages, quoi. Ouais, voilà. Et je lui disais, voilà, je pense que ça va être un long roman, mais au moins vous avez les premières pages, est-ce que ça vous intéresse? Et il a dit, ok, on le signe. Toute petite avance, mais c'est pas ça que je voulais. Mais au moins j'avais la certitude que quand je finirais d'écrire, ce serait pour être édité. Ce serait pas pour rien. Voilà. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'a pas un éditeur qui vous attend. Donc je sais pas, en fait, la réponse, elle est simple, c'est que concrètement, le processus de sélection, il se fait là. Il y a je sais plus quel grand scénariste américain de série faisait une masterclass et on lui avait demandé comment il a commencé. Il a dit bah, c'est très simple, j'ai fait une école de scénario, une école de cinéma et on devait tous faire un scénario comme truc de fin d'études et je suis le seul qui a terminé son scénario. Et voilà. Et en fait, la différence, ça se fait là. Il y a ceux qui vont terminer leur roman, leur projet, leur scénario, leur pièce, et qui vont en écrire un autre, et puis un autre, et puis un autre, et à un moment, ça va exister. Et puis, il y a la majeure partie des gens qui vont faire « Quoi ça sert, quoi ?» Voilà. Ouais, c'est dur. Monsieur ? J'ai adoré les producteurs. Merci. Ça fait quoi de s'attaquer à un géant comme Edmond? Moi, je me suis pas attaqué à lui. Pareil, les producteurs, c'est un truc que je veux faire depuis 15 ans. Vraiment, moi j'adore la comédie musicale, je suis fan de comédie musicale, et j'avais vu le film adapté de la comédie musicale. Donc il y a eu 2 films. Il y a eu le film d'original de Mel Brooks de 69, il y a eu la comédie musicale à Broadway, et après ils en ont fait un film. Moi j'ai vu ce film-là d'abord. Et en voyant ce film, je me suis dit, le film est pas terrible, mais ça devait être dingue, la comédie musicale à Broadway. Et à partir de là, je me suis dit, je voudrais le faire un jour. Et après avoir fait Edmond, on était à Paris et on discutait avec les producteurs de Stage Entertainment, Laurent Bentata
Eric Lousteau, et qui m'ont dit t'as un rêve de comédie musicale? J'ai dit ouais, moi il y a un truc que je veux faire, c'est le producteur, et ils ont dit ça fait 15 ans qu'on veut le faire. Et je dis bah super, ils ont dit bah les droits sont pas libres, sont bloqués, et on a attendu, et puis au bout de 2-3 ans ils se sont libérés, on a dit allez on y va. Et non, c'était génial. Le plus dur ça a été de... Moi je voulais l'adapter à un public français, et donc aux États-Unis il y a toute une culture de Broadway, ça dure 2h30, il y a un entracte. Moi je voulais faire un show de 2 heures sans entracte, il y avait des trucs que je voulais couper, et les Américains ils sont très procéduriers, il y a les avocats des avocats, etc. Donc pour arriver à couper un truc, il y a 14 mails à envoyer, c'est tout un dos. Et jusqu'au jour où j'ai fini par avoir Mel Brooks au téléphone. Et là, tout s'est résolu. À partir de là, je lui ai expliqué ma démarche. Déjà, il a compris que je parlais anglais, ce qui a été un gros soulagement pour lui. Ensuite, il a compris que je voulais pas faire n'importe quoi et que moi j'étais fan de Cole Porter et de comédie musicale, donc on parlait la même langue. Ensuite, il a compris que je connaissais vraiment par cœur tous les trucs et que la chanson que je voulais couper, je savais que c'était une chanson qu'il avait rajoutée pour faire plaisir à l'acteur principal. Donc il savait que cette chanson, elle faisait pas avancer l'intrigue. Donc il était d'accord avec moi, il m'a dit bah oui, c'est sûr que si ton cast c'est pas des stars, je comprends. Et après, donc il m'a donné cette autorisation-là, donc là j'étais hyper soulagé. Et puis il raccroche, moi déjà j'étais hyper soulagé parce que j'avais tellement peur de ce coup de fil, je me disais il va me terroriser ça se trouve, et en fait il était tellement gentil. Il raccroche, et puis le téléphone ressonne. Oui allô, oui Mel Brooks veut vous reparler, ah d'accord très bien. Puis il me rappelle, il me dit oui, écoute, on a parlé de théâtre, des coupes et tout, mais je me rends compte que je t'ai même pas remercié de mon téléproducteur. Voilà, c'était Mel Brooks. C'est chouette. Merci. Voilà, sur ces jolies paroles, on a terminé. Merci beaucoup. Si j'avais une réaction intéressée, je pense que je vais signer un peu les bouquins de loin.